L'audience concernant la succession n'avait même pas commencé que ma cousine souriait déjà comme si l'air qu'elle respirait lui appartenait. Elle s'appelle Léa, le genre de cousine qui ne se montre que lorsqu'il y a de l'argent, puis agit comme si elle avait toujours été loyale. Elle portait un blazer crème qui coûtait plus cher que mes courses du mois et s'est penchée assez près pour que je sente son parfum. « Profite bien de ta vie de SDF », a-t-elle sifflé, d'une voix douce et ravie. Quelques personnes derrière elle ont ricané comme s'il s'agissait d'une plaisanterie familiale, comme si la cruauté était une tradition qu'il fallait applaudir. Mes parents ne l'ont pas arrêté. Ils se tenaient à quelques mètres en retrait. Ma mère, Valérie, avec son petit sourire crispé, et mon père, Marc, regardant au-delà de moi comme si j'étais une tache sur la moquette du tribunal. Ils semblaient calmes, certains d'eux, comme si la fin avait déjà été décidée sans moi. Je n'ai pas répondu à Léa. Je ne l'ai même pas regardée. J'ai gardé les yeux fixés sur la porte de la salle d'audience et j'ai serré mon dossier contre mes côtes, comme on tient quelque chose d'à la fois fragile et tranchant, parce que je savais sur quoi il comptait. Il voulait que je fasse un scandale. Il voulait que ce soit désordonné. Il voulait que je ressemble exactement à ce qu'il chuchotait à tout le monde dans la famille depuis des années, instable, dramatique, peu fiable. Alors, je ne leur ai rien donné. L'huissier a ouvert la porte et a appelé l'affaire. Tout le monde est entré en traînant les pieds, comme le font les gens lorsqu'ils pensent qu'il va se passer quelque chose qui ne les concerne pas. Je me suis assise à la table de la requérante avec mon avocate, maître Sophie Laurent, qui avait ce genre de calme qui ne vient qu'après avoir lu trop de mensonges écrits avec une belle écriture. En face de nous, mes parents étaient assis avec Léa et leur avocat. Léa continuait de jeter des coups d'œil, comme si elle voulait que je craque juste pour pouvoir gagner 2 fois. Le président du tribunal, le juge Vidal, a pris place et a baissé les yeux sur le dossier, le regard fatigué mais perçant. « Bonjour, dit-il. Nous sommes ici pour l'affaire de la succession d'Henri Dubois. Mon grand-père. » Entendre son nom dans cette pièce a fait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Pas du chagrin. Le chagrin était déjà une constante. C'était autre chose. Le sentiment de voir des étrangers transformer une vie en un simple dossier. Le juge Vidal ajusta ses lunettes. « Présentez-vous pour le procès-verbal. » Sophie s'est levée. Maître Sophie Laurent pour la requérante, Chloé Dubois. Je me suis levé quand elle a prononcé mon nom, le menton droit, les mains immobiles. De l'autre côté, leur avocat s'est levé. Maître Thomas Bernard pour Valérie et Marc Dubois, ainsi que Léa Mercier. Le sourire de Léa s'est accentué au son de son propre nom au tribunal, comme si le fait d'être cité dans le procès-verbal la rendait réelle. Le juge Vidal a jeté un coup d'œil entre nous. Je comprends qu'il y a un litige concernant la résidence du défunt et certains biens personnels, dit-il. Et je comprends aussi qu'il y a des allégations de dissimulation d'actifs. L'avocat de ma mère n'a pas perdu de temps. Il s'est avancé comme s'il avait répété le rythme. Monsieur le Président, dit maître Bernard. Mes clients pensent que mademoiselle Dubois occupe le domicile du défunt et retient des biens de la succession. Nous demandons la restitution immédiate des lieux et un inventaire de tous les objets en sa possession. Ma mère a hoché la tête théâtralement, comme si elle souffrait de mon comportement. Léa s'est adossée à sa chaise, satisfaite, comme si le mot « restitution » avait un goût sucré. Le juge Vidal a tourné son regard vers moi. « Mademoiselle Dubois, dit-il. Contestez-vous vivre dans le domicile ? » J'y vis, ai-je dit d'une voix égale. Grand-père me l'a demandé. Bernard a bondi. C'est bien commode, dit-il en jetant un coup d'œil au juge. Mais il n'y a aucun bail écrit, et mes clients, ses enfants, ont été exclus. Le visage de mon père n'a pas changé. Les yeux de ma mère restaient fixés sur les miens, me mettant au défi de réagir. Le juge Vidal a levé la main. Je vais examiner le dossier de la succession, dit-il. Madame la greffière, affichez le dossier. La greffière, Madame Petit, a cliqué sur sa souris et a tourné légèrement son écran vers le juge. La faible lueur de l'écran se reflétait dans les lunettes du juge Vidal. Et c'est à ce moment-là que Léa s'est penchée vers moi à nouveau, la voix assez basse pour sembler privée, même dans une salle d'audience. Après aujourd'hui, chuchota-t-elle, tu dormiras dans ta voiture. Je ne l'ai pas regardé. J'ai ouvert mon dossier, j'en ai sorti un document, une page scellée dans une enveloppe simple, et je l'ai posée sur la table devant Sophie. Sophie n'a pas semblé surprise, elle s'est simplement levée et s'est approchée de la barre avec l'enveloppe,
tenu délicatement comme si ce n'était pas du papier, mais un détonateur. Monsieur le Président, dit-elle. Avant que la greffière ne poursuive, nous avons un document qui doit être ajouté au dossier. La tête de Bernard s'est relevée brusquement. Quel document? Sophie ne lui a pas répondu. Elle l'a remis à l'huissier qui l'a transmis à la greffière. Madame Petit a ouvert l'enveloppe, ses yeux parcourant la première ligne. Sa posture a changé légèrement, un détail infime mais visible, comme si elle venait de réaliser qu'elle tenait quelque chose de plus lourd qu'il n'y paraissait. Elle a cliqué. L'écran du projecteur de la salle d'audience a scintillé pendant que le fichier se chargeait dans le système. Une interface propre, une nouvelle pièce jointe, et puis une seule ligne d'entête qui a fait se redresser le juge. Le visage du juge Vidal a changé, ni lentement, ni subtilement, mais comme si quelqu'un avait retiré le sol sous ses pieds pour lui montrer ce qu'il y avait en dessous. Il a fixé l'écran un long moment, puis a regardé par-dessus ses lunettes en direction de ma mère. « Madame Dubois, dit-il, la voix soudainement plus tranchante. Avez-vous déposé une requête en urgence dans cette affaire 2 jours avant le décès de Monsieur Dubois ?» Ma mère a cligné des yeux 2 fois, la bouche entr'ouverte. Bernard s'est avancé rapidement. « Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de ce que... » Le juge Vidal a levé la main sans quitter ma mère des yeux. « C'est à elle que je pose la question, dit-il. » Le sourire de Léa avait complètement disparu maintenant. Ses yeux allaient vers l'écran comme si elle essayait de le lire à 3 mètres de distance. La voix de ma mère est sortie, fluette. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le juge Vidal a tapoté l'écran avec son stylo une fois. Le système indique un dépôt, dit-il. Horodaté, vérifié, et lié à un compte utilisateur associé à votre adresse email. L'assurance de Bernard a vacillé pour la première fois. Monsieur le Président, nous devons voir exactement de quoi il s'agit. Le regard du juge Vidal a coupé court. Vous le verrez, dit-il en un instant. Puis il s'est tourné vers la greffière. Ouvrez la pièce jointe suivante, ordonna-t-il. Madame Petit a cliqué à nouveau. L'écran a chargé un nouveau document, et la salle d'audience est devenue si silencieuse que je pouvais entendre les clés de l'huissier bouger à sa ceinture. Le juge Vidal a lu la première ligne, puis la seconde. Sa mâchoire s'est serrée, et quand il a finalement levé les yeux, son regard a dépassé ma mère, dépassé Léa, dépassé leur avocat, pour se poser directement sur moi. Mademoiselle Dubois, dit-il lentement. Qui a préparé ce dépôt? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri. J'ai juste répondu la vérité que ma famille n'avait jamais prévue. Mon grand-père, ai-je dit. Avec son avocat. Avant de mourir. Partie 2/5. Au moment où j'ai dit « mon grand-père », avec son avocat, la confiance de l'autre côté de la salle a commencé à fuir comme l'air d'un pneu crevé. Le juge Vidal n'avait pas l'air impressionné. Il avait l'air insulté, comme si quelqu'un avait essayé d'utiliser son tribunal comme un distributeur automatique. « Madame Petit », dit-il à la greffière. « Développez l'historique du dossier. Je veux l'historique complet des dépôts. » La greffière a cliqué. Le projecteur s'est rafraîchi. Une liste est apparue. Date, titre, pièce jointe. Tout empilé proprement, de la façon dont les tribunaux empilent les vies des gens dans des dossiers. Maître Bernard s'est penché en avant, la voix rapide. Monsieur le Président, je m'oppose. Ceci est hors du cadre de l'audience d'aujourd'hui. Le juge Vidal a levé la main sans même tourner la tête. Asseyez-vous, dit-il. Bernard s'est assis. La bouche de ma mère s'est serrée. La mâchoire de mon père travaillait comme s'il mâchait sa panique. Les yeux de Léa restaient rivés sur l'écran, essayant de le lire depuis la galerie comme si elle pouvait l'effacer par la force de sa volonté. Le juge a pointé avec son stylo. Ici, dit-il. Une requête en urgence déposée 2 jours avant la date du décès est vérifiée. Il a regardé droit vers ma mère. Madame Dubois, avez-vous déposé cette requête sous peine de parjure? Les yeux de ma mère se sont écarquillés avec une innocence répétée. Non, dit-elle rapidement. Absolument pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas regardé Léa. J'ai fixé le juge et j'ai attendu, car je savais ce qui allait arriver ensuite. Les tribunaux ne fonctionnent pas au sentiment. Ils fonctionnent aux preuves écrites. La voix du juge Vidal restait calme, mais ce calme avait la froideur de l'acier.
Madame Petit, dit-il, ouvrez la requête. Page 1. La greffière a cliqué à nouveau. Un formulaire a rempli l'écran. Des en-têtes en gras, des blocs de texte, des lignes de signature. Personne ne pouvait lire chaque mot depuis nos places, mais on n'en avait pas besoin. La structure seule racontait l'histoire. Le juge Vidal a lu silencieusement pendant quelques secondes. Puis il a levé les yeux à nouveau, plus lentement cette fois. Cette requête demande la nomination d'urgence d'un tuteur temporaire, dit-il, la voix basse. Elle allègue qu'Henri Dubois était vulnérable, incapable et victime d'abus de faiblesse. Mon estomac est resté stable, mais quelque chose de froid a bougé derrière mes côtes parce que c'était l'accusation qu'il répandait depuis des mois, mais jamais devant un juge. Le juge Vidal a continué, les yeux toujours sur l'écran. Elle demande également l'expulsion de l'occupant de la résidence, dit-il. Possession immédiate avec l'assistance des forces de l'ordre si nécessaire. La bouche de Léa a tressailli comme si elle venait de goûter à nouveau à la victoire, jusqu'à ce que le juge lise la ligne suivante. Et elle identifie l'auteur présumé de l'abus comme. Il a baissé les yeux. Chloé Dubois. Mon nom à l'encre noire sur une plainte légale que ma mère jurait être urgente. Le visage de ma mère est resté figé, mais j'ai vu sa gorge bouger alors qu'elle déglutissait. Le juge Vidal l'a regardé à nouveau. Madame Dubois, dit-il. Votre nom apparaît comme requérante. Votre adresse, votre numéro de téléphone, et il y a une vérification électronique jointe. Bernard s'est levé à nouveau, la voix tendue maintenant. Monsieur le Président, l'usurpation d'identité n'est pas inouïe. Quelqu'un aurait pu. Le regard du juge Vidal a claqué vers lui. Maître, dit-il sèchement. Je ne vous demande pas d'improviser des excuses. Je pose une question directe à votre cliente. La bouche de Bernard s'est fermée. Le juge s'est tourné vers ma mère. Levez-vous, ordonna-t-il. Valérie s'est levée comme si elle était offensée de devoir obéir. Levez la main droite, dit le juge. L'huissier s'est approché, prêt à lui faire prêter serment si nécessaire. Ma mère a hésité, puis a levé la main, les yeux étincelants. Le juge Vidal ne s'est pas embarrassé de théâtre. Si je détermine que vous avez déposé une fausse requête avec de fausses déclarations, c'est un parjure, dit-il. Comprenez-vous? La voix de ma mère est sortie plus faible. Oui. Avez-vous déposé ce document? Non, dit-elle encore, plus fort cette fois. Je ne l'ai pas fait. Le juge a soutenu son regard pendant un battement qui ressemblait à une lame de couteau. Puis il a dit. Asseyez-vous. Ma mère s'est assise lourdement. Et maintenant, ajouta le juge, nous ouvrons la pièce jointe. Celle soumise par maître Laurent. Il fit un signe de tête à Sophie. Sophie s'est levée et a parlé avec la précision d'un scalpel. Monsieur le Président, ma cliente n'est pas ici pour débattre avec des membres de la famille qui utilisent les rumeurs comme des armes. Elle est ici pour laisser parler le dossier. La page scellée que nous avons soumise est la directive du défunt au tribunal, préparée de son vivant. Avec son avocat, après avoir découvert que la requête en urgence avait été déposée. Le visage de Bernard s'est tendu. Directive? Le juge Vidal s'est penché en avant. Ouvrez-la, dit-il. Madame Petit a cliqué. Un nouveau document s'est chargé. Papier à en tête, une déclaration formelle. La greffière a fait défiler. Le juge lisait, les yeux bougeant plus vite maintenant, son expression changeant à chaque ligne. Il s'est arrêté, a tapoté son stylo une fois, puis a regardé mon père. Monsieur Dubois, dit-il. Cette directive stipule que votre femme a tenté de demander une tutelle et une expulsion auprès de ce tribunal en utilisant un identifiant lié à votre connexion Internet personnelle. Le visage de mon père est devenu pâle. Bernard a bafouillé. Monsieur le Président, c'est... Le juge Vidal ne l'a pas laissé finir. Madame Petit, dit-il. Ouvrez la pièce numéro 2. Clique, une page de type capture d'écran est apparue. Encore une fois, illisible dans les détails depuis la galerie, mais la mise en page était évidente. Une piste d'audit de connexion, des horodatages, une adresse IP, un journal de vérification à 2 facteurs. Le juge Vidal l'a lu à haute voix de toute façon, parce qu'il voulait que la salle entende la forme de la vérité. Connexion initiée. Une vérification est envoyée à un numéro de téléphone se terminant par
Il s'est arrêté, les yeux plissés, faisant correspondre le numéro avec celui enregistré pour Léa Mercier. La tête de ma cousine s'est relevée brusquement. Quoi? Laissa-t-elle échapper? Le regard du juge l'a coupé comme un coup de semonce. Ne parlez pas, dit-il. La bouche de Léa s'est fermée, mais ses yeux étaient grands ouverts maintenant. Grands ouverts de la façon dont les gens le sont quand ils réalisent que le système se souvient de ce qu'ils espéraient voir disparaître. Ma mère s'est tournée légèrement, fixant Léa, son sourire disparu. Mon père fixait droit devant lui, respirant difficilement. J'ai gardé mes mains à plat sur la table. J'ai gardé mon visage immobile. J'ai laissé les preuves faire ce pourquoi elles avaient été conçues. Le juge Vidal a regardé la greffière à nouveau. Il y a plus. Oui, dit-elle. Madame Petit a fait défiler. Une autre pièce. Cela semble être une déclaration sous serment, dit le juge lentement, de l'avocat d'Henri Dubois, affirmant que Monsieur Dubois était compétent, qu'il craignait des représailles, et qu'il a préparé un plan de succession mis à jour en raison de ses tentatives d'ingérence. Bernard a tenté un dernier angle. Monsieur le Président, même s'il y a eu un malentendu avant le décès, le testament est toujours. Maître, l'interrompit le juge, et sa voix était plus froide. Une partie qui se présente devant ce tribunal avec les mains sales ne peut pas exiger une réparation équitable. Le silence a frappé la salle comme une porte claquée. Puis le juge Vidal a prononcé la phrase qui a rendu le chuchotement de Léa plutôt pathétique. Je transmets ce dépôt au procureur de la République. Parjure potentielle, dépôt frauduleux potentiel, usurpation d'identité potentielle et tentative d'expulsion illégale. Le visage de ma mère s'est figé, comme lorsqu'on essaie de ne pas craquer devant des inconnus. Les doigts de Léa se sont crispés sur la sangle de son sac à main comme si elle allait s'enfuir. Le juge s'est tourné vers Sophie. Maître Laurent, dit-il. L'avocat du défunt est-il présent? Les lèvres de Sophie ont à peine bougé. Il l'est, dit-elle. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes à nouveau et un homme est entré, portant un costume sombre et tenant une mallette mince comme si elle ne pesait rien parce qu'il avait déjà gagné la partie difficile il y a des jours. Il a marché jusqu'à la barre, a fait un signe de tête au juge et a dit clairement. Maître Antoine Fabre, avocat d'Henri Dubois. Monsieur le Président, je peux authentifier chaque pièce. Et je peux aussi dire au tribunal ce qu'Henri a enregistré le jour où il a réalisé que sa famille essayait d'expulser Chloé de la maison. Léa a émis un petit son étranglé. Le juge a regardé la greffière. Lancez-le, dit-il. La souris de Madame Petit a cliqué. L'écran est devenu noir pendant une demi-seconde, puis a commencé à charger un fichier vidéo. Et ma mère s'est adossée à sa chaise, les yeux rivés sur l'écran comme si elle savait déjà exactement ce que mon grand-père avait dit et exactement à propos de qui il le disait. Partie 3/5. L'écran du projecteur est resté noir un instant, comme si la salle d'audience elle-même retenait son souffle. Puis la vidéo s'est chargée. Une image granuleuse est apparue. Mon grand-père à sa table de cuisine. La lumière du jour traversant les stores. Un gilet sur ses épaules comme s'il avait eu froid. L'angle de la caméra était bas. Calé contre quelque chose d'assez stable pour sembler intentionnel. Son visage remplissait l'écran. Fatigué mais le regard clair. Pas confus, pas incapable. Juste en colère, de cette façon silencieuse qu'il avait toujours quand quelqu'un essayait de prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Le juge Vidal s'est penché en avant sans le vouloir. Toute la salle s'est penchée avec lui. Grand-père a regardé la caméra et a parlé lentement et fermement. Je m'appelle Henri Dubois, dit-il. J'enregistre ceci parce que je viens de découvrir qu'une requête a été déposée en mon nom et que ma fille prétend qu'elle ne l'a pas fait. Une ondulation a traversé la salle d'audience, petite, involontaire. Même les amis de Léa dans la galerie ont cessé de bouger. Grand-père a continué, la voix stable. Je suis sain de corps et d'esprit. Je sais quel jour on est. Je connais mon adresse, et je sais exactement qui essaie d'expulser Chloé de ma maison. Mon nom a frappé la salle comme une pierre tombant dans une eau calme. La tête de Léa a claqué vers ma mère. Ma mère gardait les yeux rivés sur l'écran comme si elle pouvait le réduire au silence par son regard. Grand-père a tendu la main sur le côté, a tiré quelque chose dans le cadre, du papier, une page imprimée. Il l'a tenue en l'air et l'a tapoté d'un doigt. C'est le reçu du dépôt, dit-il. Date et heure.
C'est passé par mon internet à la maison et le code est allé sur le téléphone de Léa. Même à travers les haut-parleurs bon marché du projecteur, on pouvait entendre le dégoût dans sa voix quand il a prononcé le nom de ma cousine. La bouche de Léa s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Grand-père a baissé le papier. J'ai demandé à Valérie de s'expliquer. Elle m'a menti en face. Puis elle m'a dit que Chloé m'utilisait et devait être expulsée avant que le tribunal ne puisse voir la vérité. Les mots ne sonnaient pas dramatiques venant de lui. Ils sonnaient factuels, comme s'il notait un bulletin météo. La mâchoire du juge Vidal s'est serrée. Il a jeté un coup d'œil à la greffière, puis est revenu à l'écran. Les mains de Madame Petit étaient toujours sur la souris, figées au milieu du défilement. Sur la vidéo, grand-père a pris une inspiration et a regardé légèrement hors champ. Je leur ai dit non, dit-il, et ils ne l'ont pas accepté. Ses yeux se sont durcis. Alors, j'ai appelé mon avocat. J'ai mis à jour mon plan de succession et je lui ai demandé de déposer les preuves parce que je ne laisserai pas ma petite fille se faire chasser de chez elle par des gens qui ne se montrent que lorsqu'il y a de l'argent. Ma gorge s'est serrée, mais mon visage n'a pas changé. J'ai gardé mes mains à plat sur la table et j'ai laissé l'enregistrement porter mes émotions pour moi. Grand-père s'est penché légèrement en avant. Chloé a emménagé parce que je le lui ai demandé, dit-il. Elle paie les factures qu'elle peut. Elle m'emmène au rendez-vous. Elle s'assure que je mange. Elle a été là quand ma propre fille était trop occupée à compter ce qu'elle pense qu'on lui doit. La galerie est devenue silencieuse, pas même une toux. Puis grand-père a dit la phrase qui m'a glacé l'estomac. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça confirmait jusqu'où ils avaient été prêts à aller. Ils ont essayé de dire à un juge que j'étais exploité, dit-il d'une voix stable. Puis ils ont essayé de me dire que je perdais la tête. Puis ils ont essayé de m'enlever mon téléphone. La tête du juge s'est relevée brusquement à ces mots. Son regard a filé vers ma mère si vite que cela ressemblait à un réflexe. La bouche de grand-père s'est serrée. Valérie a dit, si tu ne peux appeler personne, tu ne peux pas l'empêcher. Léa a ri comme si c'était intelligent. Le visage de ma cousine s'est vidé de son sang. Ses mains agrippaient la sangle de son sac comme si elle allait l'arracher. Grand-père a regardé droit dans l'objectif à nouveau. S'il m'arrive quelque chose, dit-il, ce n'est pas parce que Chloé l'a fait, c'est parce que ma fille et ma nièce essaient de précipiter cette succession avant que le tribunal ne puisse voir ce qu'elles ont fait. Le juge Vidal a levé une main légèrement, instinctivement, comme s'il voulait arrêter la vidéo et poser des questions à travers l'écran. Mais grand-père n'avait pas fini. Il a pris une autre feuille de papier et l'a tenue plus près de la caméra cette fois. Le haut ressemblait à une liste. En tête, ligne, case. Les détails n'étaient pas lisibles d'où nous étions assis, mais le format criait « Inventaire ». J'ai fait une liste, dit grand-père. Une complète. Photo, numéro de série, où tout est rangé. Parce que s'ils entrent dans cette maison et que des choses commencent à disparaître, je veux que le tribunal sache exactement ce qui a disparu et exactement qui y avait accès. Mon pouls est resté stable. Ma cousine m'avait dit que je serais sans abri. Grand-père s'était préparé à cette menace comme si c'était une tempête prévisible. Il a baissé la liste et s'est adossé. Sa voix s'est adoucie, non par faiblesse, mais par épuisement. Chloé, dit-il, et ma gorge s'est serrée fort parce qu'il me parlait même s'il n'était pas dans la pièce. Ne les combats pas avec ta bouche. Combat-les avec du papier. Puis il a ajouté plus bas. Et ne les laisse pas s'approcher du tiroir sous l'étagère du cellier. Ils le chercheront quand ils paniqueront. La tête de ma mère a tressailli légèrement comme si elle avait entendu un mot-clé. Les yeux du juge Vidal se sont plissés. Grand-père a regardé ailleurs une seconde comme s'il écoutait quelqu'un dans la pièce avec lui, puis a regardé à nouveau la caméra. Mon avocat peut expliquer le reste, dit-il. Mais je le dis clairement. Ils n'auront pas la maison en intimidant Chloé. Ils n'ont pas le droit d'inventer une histoire et de la faire tamponner par le tribunal. Il a fait une pause, puis a dit la dernière chose dans le clip, d'une voix calme et définitive. Et s'ils viennent au tribunal et prétendent qu'ils n'ont pas déposé cette requête, ils mentent sous serment. La vidéo s'est terminée. L'écran est redevenu noir. Pendant 3 secondes entières, personne n'a bougé. C'était comme si la salle devait se rappeler comment fonctionner après avoir entendu un mort parler ainsi. Puis le juge Vidal a expiré lentement et a dit très doucement, « Très bien ». Pas de réconfort, pas de sympathie. Une décision.
Il a regardé Maître Fabre. Maître Fabre, dit-il, vous authentifiez cette vidéo? Oui, monsieur le président, répondit Maître Fabre immédiatement. Elle a été enregistrée sur l'appareil de monsieur Dubois fourni directement à mon cabinet. Nous conservons le fichier original et les métadonnées. La chaîne de possession est documentée. Le juge a hoché la tête une fois, puis s'est tourné vers ma mère. Madame Dubois, dit-il, la voix soudainement tranchante. Levez-vous. Ma mère s'est levée comme si elle n'avait pas le choix, ce qui pour une fois était le cas. Votre avocat peut arrêter de parler pour vous, dit le juge. Vous pouvez arrêter de mentir pour vous-même. Avez-vous déposé cette requête? Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Ses yeux ont filé vers Bernard comme s'il pouvait sortir une nouvelle réalité de sa mallette. Bernard s'est levé, la voix tendue. Monsieur le président, ma cliente. Assis. Claqua le juge Vidal. Bernard s'est assis. Léa a émis un petit son à côté de ma mère, moitié halètement, moitié supplique. Tante Valérie. Les yeux du juge l'ont coupé. Vous, dit-il en pointant avec son stylo. Vous ne parlerez plus à moins que je ne vous pose une question directe. Léa s'est figée. Le juge Vidal a regardé à nouveau Madame Petit. Greffière, dit-il, imprimez le journal de vérification et le reçu de la requête. Maintenant. L'imprimante de Madame Petit a ronronné derrière le bureau. Le regard du juge s'est déplacé vers l'huissier. Huissier, dit-il, je veux que les téléphones soient saisis. Ma mère a cligné des yeux. Saisis? Oui, dit le juge d'un ton plat. Des parties associées au dépôt et à la vérification. Tout de suite. Vous êtes informé que la préservation des preuves est requise. La main de ma cousine a volé vers son sac à main par instinct. L'huissier s'est avancé et, pour la première fois depuis que Léa avait chuchoté cette phrase dégoûtante à mon oreille, sa confiance s'est fissurée complètement. Ses yeux parcouraient la salle d'audience comme si elle cherchait une sortie qui n'existait pas, parce que le tribunal n'écoutait plus sa bouche. Il écoutait le dossier, et le dossier venait de commencer à répondre. Partie 4/5. L'huissier avançait le long de la rangée avec sa main tendue comme un métronome. Téléphone, dit-il d'un ton neutre. Sur la table. Ma mère a hésité comme si elle attendait que quelqu'un rappelle au tribunal qui elle pensait être. Léa n'a pas hésité. Elle a serré son sac plus fort. Le juge Vidal a observé ce petit mouvement et ne s'est pas adouci. Mademoiselle Mercier, dit-il, si vous m'obligez à le dire 2 fois, vous le regretterez. Le menton de Léa s'est levé, offensé. Monsieur le président, je ne suis pas parti haut. Si, coupa le juge. Vous l'êtes. Le journal de vérification est lié à votre numéro. Cela vous rend pertinente. Donnez-le. Les yeux de Léa ont flashé vers son avocat. Bernard a ouvert la bouche. Le juge ne l'a même pas regardé. Pas un mot, dit-il. Pas tant que je n'ai pas fini de préserver les preuves. Léa a dégluti. Lentement, douloureusement, elle a sorti son téléphone de son sac et l'a posé sur la table comme s'il brûlait. Ma mère a fait de même, mais avec une performance, soupirant, levant les yeux au ciel, laissant toute la salle sentir à quel point c'était injuste. Le juge Vidal se fichait de ses sentiments. Il se souciait de ses empreintes numériques. Greffière, dit-il. Imprimez le journal de vérification. Imprimez le reçu de dépôt. Imprimez la piste d'audit montrant l'adresse IP et le compte utilisateur. L'imprimante derrière le bureau a commencé à cracher du papier comme si elle avait hâte d'être utile. Sur l'écran, Madame Petit a développé les entrées d'audit. Encore une fois, personne ne pouvait lire le texte minuscule depuis la galerie, mais la structure était indubitable. Horodatage, tentative de connexion, événement de vérification, une série d'actions qui ne semblaient innocentes que si vous n'aviez jamais touché un ordinateur. Le juge Vidal parlait en lisant parce qu'il voulait que ce soit gravé dans le procès-verbal. Connexion depuis l'IP du domicile, dit-il. Compte utilisateur associé à Valérie Dubois. Vérification envoyée à un téléphone se terminant par. Il fit une pause, correspondant au numéro de Léa Mercier. Vérification confirmée. Requête soumise. Il a levé les yeux vers ma mère. Vous avez nié l'avoir déposé, dit-il. Sous serment. Le visage de ma mère s'est tendu.
Parce que je ne l'ai pas fait, a-t-elle craqué. Quelqu'un a pu utiliser mon Wi-Fi. Les gens piratent des choses. Le juge l'a fixée comme si elle venait d'essayer de le convaincre que la gravité était optionnelle. Alors expliquez pourquoi la vérification a été confirmée depuis le téléphone de Léa, dit-il. La voix de Léa a craqué avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Je n'ai rien confirmé. Les yeux du juge Vidal ont claqué sur elle. Voulez-vous prêter serment, demanda-t-il froidement. Parce que si vous le faites, vous serez responsable de chaque mot que vous direz ensuite. La bouche de Léa s'est fermée. Ses mains tremblaient légèrement sur le bord de la table. Bernard s'est levé, soigneusement contrôlé. Monsieur le Président, même si la requête a été incorrectement déposée, la question d'aujourd'hui est le testament et la maison. Mes clients. Non. Le juge Vidal l'a interrompu et sa voix est devenue assez tranchante pour que la galerie tressaille. La question d'aujourd'hui est que quelqu'un a tenté d'utiliser ce tribunal comme une arme contre un occupant légal en utilisant une fausse requête d'urgence. Ce n'est pas une question secondaire. C'est une attaque contre l'intégrité de cette procédure. Mon père a bougé à côté de ma mère pour la première fois, comme s'il voulait disparaître dans son propre costume. Le juge s'est tourné vers Maître Fabre. Maître Fabre, dit-il, vous avez déclaré qu'il y avait des preuves supplémentaires. Maître Fabre a hoché la tête une fois et a ouvert sa mallette avec une confiance tranquille. Il n'a pas sorti une enveloppe dramatique. Il a sorti des copies certifiées. Le tribunal vient d'entendre la déclaration vidéo de Monsieur Dubois, dit Fabre. Je peux également fournir la déclaration signée de mon cabinet, plus la préservation des métadonnées, plus le journal des appels enregistrés le jour où Monsieur Dubois nous a informé de la requête frauduleuse. Et, Monsieur le Président, j'ai une copie certifiée du plan de succession mis à jour, exécuté peu après. L'avocat de ma mère a essayé de regagner du terrain. Plan de succession mis à jour, répéta Bernard rapidement. On ne nous a pas signifié. Les yeux de Fabre n'ont pas bougé. Il a été déposé au tribunal le jour où il a été exécuté, dit-il. Parce que Monsieur Dubois anticipait une ingérence. Le juge a regardé la greffière. L'avons-nous ? Madame Petit a cliqué 2 fois, puis a hoché la tête. Oui, Monsieur le Président. Ouvrez-le, dit le juge Vidal. Le document s'est chargé sur l'écran. Il ressemblait à tout instrument formel qui change la vie des gens. En tête, paragraphe, bloc de signature, date. Le juge Vidal a lu silencieusement au début. Puis ses yeux se sont plissés. Il s'est penché plus près comme si les mots étaient incroyables même imprimés. Et puis il a lu une phrase à voix haute, lentement. Tout bénéficiaire qui conteste ce plan ou tente d'expulser Chloé Dubois de la résidence sera réputé avoir renoncé à ses droits. Le souffle de ma mère s'est bloqué. Le visage de Léa s'est vidé. Mon père s'est raidi. Bernard s'est levé rapidement. Monsieur le Président. Le juge Vidal a levé une main sans même le regarder. Asseyez-vous. Bernard s'est assis. Le juge a continué à lire. Il stipule en outre, continua-t-il d'une voix stable, que Chloé Dubois a la permission du défunt de résider dans la maison, et que toute tentative de la forcer à partir avant la succession sera traitée comme une ingérence de mauvaise foi. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes une seconde. Elle avait l'air sincèrement confuse. Parce que ce n'était pas l'histoire qu'elle avait prévue. Ce n'était pas la version où j'étais instable et où elle protégeait les biens de la famille. C'était un document légal écrit par un homme qui savait exactement ce qu'ils essayaient de faire. Le juge Vidal a levé les yeux. Madame Dubois, dit-il. Comprenez-vous ce que vous venez de déclencher ? La voix de ma mère est sortie tranchante. Ce n'est pas juste. A-t-elle craqué ? Il a été manipulé. Chloé était toujours à lui chuchoter à l'oreille. Arrêtez, dit le juge. Et ce n'était pas fort. C'était pire que fort. C'était définitif. Vous n'avez pas le droit de qualifier quelqu'un d'incompétent après que ce tribunal vient de le voir énoncer clairement son nom, son intention et sa peur de vos actions. Il s'est tourné légèrement vers l'huissier. Huissier, dit-il, je veux que ces téléphones soient scellés et enregistrés. Immédiatement. L'huissier a récupéré les 2 appareils et les a placés dans des pochettes à preuve avec la même efficacité tranquille qu'il avait utilisée plus tôt, comme s'il avait fait ça 1000 fois. Léa a regardé son téléphone disparaître et a émis un petit son dans sa gorge comme un animal pris au piège.
Puis le juge Vidal a fait quelque chose auquel ma mère ne s'était pas préparée. Il a regardé directement Sophie. « Maître, dit-il, j'émets une ordonnance de protection immédiate concernant la résidence. Mademoiselle Dubois, fit-il en me faisant un signe de tête, ne sera pas expulsée du domicile en attendant le jugement approprié. Toute tentative par une partie de changer les serrures, de couper les services publics ou de harceler l'occupante sera traitée comme un outrage et renvoyée pour poursuite pénale. » Ma poitrine s'est serrée. Pas exactement du soulagement, mais la sensation d'une porte qui se verrouillait derrière moi. Parce que l'arme favorite de ma famille avait toujours été l'accès. S'il ne pouvait pas toucher à ma situation de logement, il ne pouvait pas me contrôler. L'avocat de ma mère a tenté une dernière manœuvre. « Monsieur le Président, nous nous opposons à une ordonnance de protection basée sur une allégation non prouvée. » Le juge Vidal l'a coupé sans cligner des yeux. « Ce n'est pas non prouvé, dit-il. C'est documenté avec une vidéo, avec des journaux de connexion, avec des dépôts. Votre cliente est entrée dans cette salle d'audience avec les mains sales et veut maintenant que le tribunal fasse semblant de ne pas voir la boue. » Puis il a regardé ma cousine. « Mademoiselle Mercier, dit-il, vous avez chuchoté des menaces à la requérante dans ma salle d'audience. Vous avez ricané pendant qu'une requête d'expulsion frauduleuse était en cours. Et votre numéro de téléphone apparaît comme vérification pour un dépôt que vous niez maintenant. Si vous avez une explication, vous la donnerez aux forces de l'ordre, pas à moi. » La voix de Léa a craqué. Je n'ai pas. Les yeux du juge se sont durcis. Ne parlez pas. Léa a fermé sa bouche si vite que cela semblait douloureux. Le juge Vidal s'est tourné vers la greffière. « Madame Petit, dit-il. Marquez cette affaire pour renvoi. Je veux que le bureau du procureur de la République soit notifié aujourd'hui. » « Oui, monsieur le président, répondit-elle immédiatement. Le visage de ma mère a tressailli. Colère, panique, humiliation, tout se battait pour avoir de la place. « Vous faites ça parce que vous avez pitié d'elle. » A-t-elle lancé au juge. Et l'audace de la chose a finalement fait réagir la galerie. De petits halètements, des murmures, le choc. L'huissier s'est avancé automatiquement. Le juge Vidal n'a pas élevé la voix. Encore un éclat, dit-il, et vous serez tenu pour outrage à magistrat. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis fermée, parce que même elle pouvait sentir à quel point elle était proche de se faire sortir de force. Maître Fabre s'est levé à nouveau. Monsieur le Président, dit-il. Il y a encore une chose. Le juge l'a regardé. Allez-y. Fabre a fait un léger signe de tête vers l'écran. Monsieur Dubois n'a pas seulement documenté le dépôt frauduleux, dit-il. Il a documenté ce qu'ils ont essayé de faire ensuite. Le lendemain du dépôt de la requête, il a reçu un devis de serrurier envoyé sur son email demandant un changement de serrure sur la résidence. La tête de ma mère s'est relevée brusquement. Fabre a continué, calme et précis. Le devis incluait le nom du demandeur et le numéro de téléphone. Il correspond à celui de Léa Mercier. Le souffle de Léa s'est coupé. Le juge a fixé Léa pendant un long moment, puis a regardé l'huissier. Ajoutez cela au dossier de renvoi, dit-il. Puis il a dit, plus froidement. Parce que c'est une tentative d'expulsion illégale. Le sifflement de ma cousine plus tôt, profite bien de ta vie de SDF, a résonné dans ma tête, mais il ne semblait plus tranchant. Il semblait désespéré, comme la dernière réplique d'une brute avant que l'adulte n'entre. Le juge Vidal a rassemblé les papiers devant lui et a parlé comme un homme qui en avait fini d'être utilisé. « Voici ma décision, dit-il. La requête en urgence est signalée comme potentiellement frauduleuse et est renvoyée au parquet. L'ordonnance de protection tient. La requérante reste en possession de la résidence et toute partie qui viole cet ordre fera face à des sanctions immédiates. » Il a fait une pause, les yeux parcourant la salle. « Et maintenant, ajouta-t-il, nous abordons le testament lui-même avec les avocats présents et le tribunal pleinement conscient de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Bernard a avalé difficilement. Ma mère fixait droit devant elle comme si elle essayait de maintenir son monde en place par la force. Le juge a fait un signe de tête à la greffière. « Appelez la pièce suivante, dit-il. » Madame Petit a cliqué. Un nouveau fichier a commencé à se charger et son titre est apparu en haut de l'écran. Long, formel et indubitablement officiel. Et au moment où il est apparu, le visage de ma cousine s'est effondré complètement parce qu'elle a reconnu le nom du document avant même qu'il ne finisse de charger.
Puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes doucement derrière nous, et une femme en blazer sombre est entrée, a montré son badge à l'huissier et a dit d'une voix calme et saccadée. « Je suis l'enquêtrice Moreau du bureau du procureur. Je suis ici pour les téléphones et les journaux de vérification. » Quand l'enquêtrice Moreau a dit « procureur », toute la posture de ma mère a changé. Pas d'indignation, pas de performance, du calcul. Comme si elle scannait pour trouver une sortie. Moreau n'est pas entrée de façon dramatique. Elle s'est déplacée avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention pour contrôler une pièce. Elle portait une mince enveloppe de preuves et un petit porte-bloc. Pas de grands gestes, pas de menaces, juste la procédure. Le juge Vidal a fait un signe de tête vers la barre. « Enquêtrice, dit-il. Vous êtes là plus tôt que prévu. » Moreau a fait un petit signe de tête professionnel. « Nous avons été notifiés par la greffière, répondit-elle. Dépôt judiciaire potentiellement frauduleux, vérification liée à un numéro de téléphone présent dans la salle d'audience et préservation des preuves en cours. » Elle a jeté un coup d'œil à l'huissier. « Je vais prendre la garde des appareils et des journaux imprimés. » L'huissier lui a remis les pochettes à preuves scellées et la pile de nouvelles impressions. Moreau a vérifié les sceaux, a paraphé le formulaire de chaîne de possession et a tout glissé dans son enveloppe comme si elle classait une tempête. Le souffle de Léa est sorti dans une expiration serrée et tremblante. Ma mère fixait cette enveloppe comme si c'était un cercueil. Le juge Vidal a regardé à nouveau l'écran alors que le nouveau fichier finissait de charger. Maintenant, dit-il, le testament. La ligne de titre était formelle, longue et propre, mais les mots qui comptaient étaient simples, testament authentique. Bernard s'est levé comme si se tenir debout pouvait raviver sa confiance. Monsieur le Président, commença-t-il, indépendamment des questions collatérales, mes clients sont les enfants du défunt. Le juge Vidal l'a coupé. Maître, dit-il, les questions collatérales, c'est quand les sentiments d'une partie sont blessés. Ce n'est pas collatéral. C'est une tentative de manipulation du tribunal avant la mort. Nous procédons avec prudence. Il s'est tourné vers Maître Fabre. Maître Fabre, authentifiez le testament. Fabre l'a fait calmement, efficacement. Il a expliqué l'exécution, les témoins, l'acte notarié, la capacité. Il a fait référence à la vidéo enregistrée. Il a fait référence au plan mis à jour après la requête frauduleuse. Et puis, le juge Vidal a lu les dispositions clés à haute voix. Pas tout, juste les parties pour lesquelles tout le monde était venu se battre. La résidence, dit-il, les yeux sur le document, est léguée à Chloé Dubois. La tête de ma mère s'est relevée si vite que cela semblait douloureux. La bouche de Léa est tombée ouverte. Mon père a cligné des yeux comme s'il avait été giflé. Le juge Vidal ne les a pas regardés. Il a continué à lire. Et un legs en espèces à Valérie Dubois d'un montant de. Il fit une brève pause, puis continua. 10 000 €. Le visage de ma mère s'est tordu, l'incrédulité se transformant en fureur. Et à Marc Dubois, continua-t-il, 10 000 €. La gorge de mon père a bougé. Il a regardé ma mère comme s'il voulait demander la permission de ressentir quelque chose. Le stylo du juge Vidal a tapoté le papier une fois. Et allez à Mercier, dit-il. 1 000 €. La salle d'audience a émis un petit son, une ondulation involontaire de choc. Léa est devenue rouge, puis pâle. C'est. Commença-t-elle. Le juge a levé les yeux. Ne parlez pas, dit-il. Ma mère n'a pas pu s'en empêcher. C'est une fraude. A-t-elle craqué? Il a été manipulé. Elle l'a eu. La voix du juge Vidal est devenue glaciale. Madame Dubois, dit-il. Vous allez arrêter. Les épaules de ma mère se sont soulevées comme si elle était sur le point d'exploser. Il ne ferait pas ça, a-t-elle sifflé. Cette maison est une propriété familiale. Maître Fabre a parlé avant même que Sophie n'en ait besoin. Monsieur le Président, dit-il, Monsieur Dubois a fait cela, et il l'a fait parce qu'il tentait de protéger Mademoiselle Dubois exactement de ce que nous venons de voir se dérouler aujourd'hui. Le juge Vidal a hoché la tête une fois. Cela concorde avec le dossier, dit-il. Puis il a baissé les yeux à nouveau et a lu la ligne qui a transformé ma mère en pierre. Tout bénéficiaire qui conteste ce plan ou tente d'expulser Chloé de la résidence sera réputé avoir renoncé à ses droits. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Elle a émis un son,
moitié rire, moitié étouffement. Bernard s'est levé brusquement. Monsieur le Président, nous devons contester. Le stylo du juge Vidal s'est levé. Maître, dit-il. Comprenez-vous ce que signifie avoir renoncé? Bernard a dégluti. Cela signifie qu'ils n'ont rien, dit le juge d'un ton plat. Le silence s'est abattu. Les mains de Léa tremblaient légèrement. Elle fixait ma mère comme si elle avait été piégée pour se tenir trop près d'un feu. Les yeux de ma mère parcouraient la salle d'audience, cherchant quelqu'un, n'importe qui lui donnerait un récit dans lequel se cacher, mais le récit avait déjà été remplacé par quelque chose de plus fort. Du papier, de la vidéo, des journaux de connexion. Le juge Vidal s'est penché en avant. Madame Dubois, dit-il à ma mère. Vos actions aujourd'hui ont déjà déclenché un renvoi au procureur. Si vous continuez à contester ce testament de mauvaise foi, vous risquez non seulement votre héritage, mais des conséquences juridiques supplémentaires. La voix de ma mère est sortie tranchante. Alors, vous me menacez maintenant? Non, répondit le juge. Je vous préviens. Il a regardé Bernard. Le testament est admis, dit-il. La nomination du représentant personnel tient. L'ordonnance de protection tient. Mademoiselle Dubois, son regard a glissé vers moi, reste en possession de la résidence. Puis il a regardé l'huissier. Si une partie l'approche dans l'enceinte du tribunal, je veux que ce soit documenté. L'huissier a hoché la tête. Le regard du juge Vidal s'est déplacé vers l'enquêtrice Moreau. Enquêtrice, dit-il, vous avez ce qu'il vous faut? Moreau a hoché la tête. Pour l'instant, répondit-elle. Puis elle a tourné ses yeux sur ma mère et ma cousine avec un calme qui semblait pire que de la colère. Madame Dubois, Mademoiselle Mercier, vous serez toutes deux contactées. Si vous tentez d'effacer quoi que ce soit d'autre, si vous tentez de menacer ou d'exercer des représailles, vous nous faciliterez l'affaire. Ma mère s'est redressée, essayant de retrouver sa fierté. Je n'ai rien fait, a-t-elle craqué. Moreau n'a pas discuté. Elle a simplement dit, d'accord. Et ce seul mot, délivré comme un tiroir de dossier qui se ferme, a vidé l'énergie de la performance de ma mère. À l'extérieur de la salle d'audience, le couloir semblait plus froid. Ma mère s'est précipitée vers moi quand même, oubliant l'avertissement du juge, le visage tordu par la rage et l'humiliation. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Trop bas pour que la plupart des gens entendent. Je te ruinerai pour ça. Sophie s'est interposée entre nous instantanément. Reculez, dit-elle, la voix tranchante. Et l'huissier, qui regardait déjà comme le juge l'avait ordonné, s'est approché. Madame, dit-il à ma mère. Éloignez-vous. Les yeux de ma mère ont étincelé. Elle s'est figée. Éloignez-vous, répéta-t-il. Léa planait derrière elle, la voix tremblante. Tante Valérie, s'il te plaît, arrête. Ma mère a tourné la tête vers Léa. Tu es inutile, siffla-t-elle. Léa a tressailli comme si elle avait été frappée. Puis mon père a parlé doucement, enfin, la voix d'un homme qui s'était caché derrière l'agressivité de sa femme depuis trop longtemps. Valérie, dit-il, c'est fini. Ma mère s'est tournée vers lui, mais sa rage n'avait nulle part où atterrir maintenant. Le tribunal avait déjà décidé qui elle était dans cette histoire. Pas la victime, le problème. Au cours des semaines suivantes, les conséquences ne se sont pas fondues dans un drame familial. Elles sont devenues plus lourdes. Le procureur de la République a inculpé ma mère pour tentative de dépôt judiciaire frauduleux et infraction liée au parjure concernant la requête. Léa a été inculpée comme complice pour la vérification et la tentative du serrurier. Leurs téléphones ont été extraits par la police scientifique et l'activité supprimée ne les a pas sauvés. Elle a prouvé la conscience de la culpabilité. Un juge a émis une ordonnance d'interdiction de contact pour toutes les deux à mon encontre. La violer signifierait la prison immédiate. Et parce que la tentative d'expulsion était liée au dépôt judiciaire, le parquet a poussé fort. Pas une tape sur les doigts, pas un avertissement. Ma mère a accepté une peine comprenant une mise à l'épreuve, une restitution et une peine avec sursis qui deviendrait de la prison ferme si elle violait le moindre terme. Léa ne s'en est pas sortie facilement non plus. Elle a été condamnée à une liberté surveillée et à des travaux d'intérêt général, avec un avertissement explicite du juge. Une seule violation et elle serait incarcérée.
Mon père n'a pas échappé aux conséquences, mais les siennes étaient différentes. Il a dû témoigner, admettre ce qu'il savait, admettre ce qu'il avait permis. Le regarder faire cela ressemblait moins à une vengeance qu'à une vérité enfin forcée à la lumière du jour. Quant à la maison, j'ai changé les serrures le jour même, avec l'ordonnance de protection scotchée à l'intérieur de mon dossier. J'ai installé une caméra de sonnette et un système de sécurité. J'ai déplacé la liste d'inventaire de grand-père dans un coffre-fort ignifugé. Et quand la première lettre de menace est arrivée dans ma boîte aux lettres, Sophie l'a transmise directement à l'enquêtrice Moreau. Les menaces ont cessé après ça, parce que les menaces ne fonctionnent pas quand chaque ligne est enregistrée. La première nuit après l'audience, je me suis assise seule à la table de cuisine de grand-père, la même que dans la vidéo, tenant la clé qu'il gardait cachée sous l'étagère du cellier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré. J'ai juste respiré. Parce que la chose que Léa voulait le plus n'était pas la maison. C'était de me voir la perdre, et elle n'a pas eu ça. Un mois plus tard, la maison semblait plus calme. Pas parce que le chagrin était parti, mais parce que la peur l'était. Grand-père me manquait toujours chaque jour, mais je ne sentais plus que je devais défendre mon droit d'exister dans l'espace qu'il m'avait laissé. L'ordonnance de protection du tribunal a tenu. La succession a été sécurisée, et les gens qui ont essayé d'utiliser un juge comme arme pour me rendre SDF ont appris à la dure que le tribunal se souvient de ce que les familles essaient d'enterrer. Si vous étiez à ma place, seriez-vous resté silencieux pour laisser parler le dossier ou les auriez-vous confrontés au moment où ils vous ont menacé au tribunal? Dites-le moi dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, et on se voit dans la prochaine vidéo.